Un chalet était construit à flanc de colline dans une vallée où serpentait un petit cours d'eau. En face se trouvait un ancien moulin, posé au bord de la rivière avec, autour, une cressonnière encore en activité. Tous les enfants de la ville voisine venaient jouer un peu en amont aux sources mêmes du cours d'eau. L'eau jaillissait comme par magie des entrailles du sol et se répandait autour d'îlots que le lit naissant avait créés. Il y avait une végétation très disparate, des plantes d'environ 80 cm de hauteur, aux feuilles particulièrement larges et étendues, un peu comme de grosses feuilles de rhubarbe, nous protégeaient des regards lorsque le propriétaire des lieux sortait ou circulait en nous entendant jouer sur sa propriété. Avec le recul, nous jouions dangereusement. Les risques de chute et de noyade existaient réellement, mais nous étions des gamins pleins de vie et de ressources, ayant l'insouciance de nos âges. Bref, l'été, nous venions jouer ici. Deux routes nous permettaient d'y accéder, une dangereuse, sans trottoir, sinueuse et sans visibilité que nous empruntions lorsque nous allions chercher les copains du bourg, l'autre que nous prenions lorsque nous descendions de notre hameau, longeant une forêt agrippée aux parois calcaires de l'autre versant de la vallée, à cet endroit. Nous en profitions pour regarder les quelques fossiles affleurants. Nous passions de bons moments, mais un jour, un de nos copains du bourg, devant nous rejoindre plus tard, ne vint pas. Les noms d'oiseaux volèrent bas, il avait promis, et voilà qu'il ne tenait pas parole. Alors que nous le fustigions, Jérôme, son meilleur ami, avec qui il devait faire la route, arriva en courant, tout essoufflé. « Vite, venez m'aider, Sylvain. Il est rentré dans le chalet. Je l'attendais et puis j'ai entendu crier. Je suis venu vous chercher tout de suite. » Sophie, qui était la plus grande et qui, de ce fait, se sentait responsable de tout le monde, se précipita vers le chalet avec toute la bande qui lui avait emboîté le pas. Le chalet était voisin d'une scierie, avec les sapins plantés sur le versant de la colline alentour. C'était très dépaysant, un petit air vosgien. Dans l'atelier, le bruit strident des scies et outils électriques laissait peu de place au bruit ambiant. Sophie nous sépara en deux groupes, un se tenant prêt à aller vers la scierie pour appeler les secours, et l'autre devant la suivre pour retrouver Sylvain. Se ruant vers la porte entr'ouverte du chalet, nous entrâmes. Cette maison, qui nous intriguait tous, avait les volets clos. Nous étions donc dans une relative pénombre, au regard du soleil qui brillait dehors. Dedans, seuls quelques rayons filtrés par les lamelles des volets nous permettaient de nous orienter. La pièce dans laquelle nous étions avait les meubles recouverts de draps et de poussière. Sans doute un salon, ouvert sur une salle à manger affublée du même type de drap. Le propriétaire devait être en voyage depuis très longtemps. Un gémissement attira notre attention. Probablement Sylvain. Sophie nous stoppa alors. Je croyais qu'elle voulait localiser notre copain, mais elle nous dit qu'il avait peut-être simplement traversé un plancher et qu'il s'était blessé. Nous devions être prudents et bien regarder où nous mettions les pieds. Un second gémissement nous parvint, mais contre toute attente, il paraissait venir de l'étage. La théorie de la chute au travers du plancher, qui m'allait très bien jusqu'alors, tombait à l'eau. Il restait maintenant à trouver Sylvain et décarpir de là, en vitesse. Divers craquements que nous prêtions au mouvement du bois attiraient notre attention dans toutes les directions. Sur le qui-vive, nous n'en menions pas large. Sophie nous chuchota alors que, d'après ses parents, il y avait eu un meurtre dans le chalet, et que le propriétaire serait mort en prison, mais serait surtout revenu hanter sa maison. Un « Ta gueule !» collectif lui répondit. Mais le mal était fait. Les rangs se resserrèrent, et les pas furent plus hâtifs. Passant de pièce en pièce, nous explorâmes le chalet sans plus trouver de traces de Sylvain. Tout à coup, la voix de Sylvain se fit entendre, dehors, et au milieu d'éclats de rire. Redescendant les marches 4 à 4, le groupe sortit du chalet pour constater que le canular organisé par Sylvain et son crétin de Jérôme avait pleinement marché. Nous les rejoignions à l'entrée de la propriété, lorsque Fabienne, cherchant du regard tout autour d'elle,
nous demanda où était Sophie. Perplexes, 3 d'entre nous décidèrent de retourner à la porte du chalet pour l'appeler. Elle avait dû s'attarder, il fallait juste la faire sortir. Le soleil était bien haut dans le ciel, chauffant de ses ardents rayons tous les extérieurs autant que nous. Mais à l'approche du chalet, la température chutait littéralement. Quelques instants plus tôt, nous étions dedans et il ne paraissait pas y avoir un tel écart de température. Nous appelions Sophie, mais sans réponse. Nous insistions, et pour seul retour, un déchirant silence. Nous avons décidé de refaire le chemin à l'envers, mais aucune trace de Sophie. Volatilisée. Les employés de la scierie sont venus, 2 d'entre eux sont entrés, les autres ont refusé. Mais ils ont appelé les gendarmes. Aujourd'hui encore, nous ne savons rien de ce qui est arrivé à Sophie. Ses frères et sœurs la cherchent encore. Il y a maintenant plus de 30 ans que c'est ainsi. Je ne suis plus jamais allé dans ces environs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être simplement la peur de croiser Sophie, et qu'elle me reproche de l'avoir abandonnée.